Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Avant de commencer la thématique, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo que je vous ai concoctée avec différentes interventions et aspects de ce fameux forum économique de Davos. Si je trouve d'autres petites vidéos tout à fait significatives, je vous en referai une autre. Mais au moins, vous avez là la démonstration de gens qui ont la prétention, qui ont la proposition, qui ont les intentions de bien vouloir inciter à ce que nous nous orientions vers ce dont on a parlé, ce dont on est plusieurs à soumettre à l'opinion, à soumettre au grand public, mais qui nous incite parfois à être traités de complotistes. Sauf que là, force est de constater qu'au vu des propos de ces personnalités, même si ils mettent de la nuance, mais quand on sait lire entre les lignes, force est de constater que de toute façon, on n'est pas si loin de ce que l'on vous présente, de ce que l'on vous explique sur les tenants et les aboutissants de ce que ces mondialistes souhaitent vouloir faire de vous. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo. Le Burkini à Grenoble. Vous avez suivi, vous ne pouviez pas y échapper, le maire de Grenoble, déjà qui avait fait certaines polémiques par le passé, a voté le droit au burkini, porter le burkini dans les piscines municipales. Pardon. Dernier rebondissement, la justice vient de saisir un ordre de suspension de l'ordre municipal, du décret municipal, sur justement cette autorisation des burkinis dans les piscines. Alors, évidemment, on a énormément entendu de choses, les pour, les contre, les modérés, etc. Force est de constater que de toute façon, si on prend les choses de façon superficielle, oui, pourquoi ces femmes musulmanes, en conformité avec ce qu'elles croient, ce dont elles ont les convictions, de porter un vêtement qui est conforme à ce que leur religion leur impose dans un établissement pour pouvoir bénéficier, au même titre que n'importe quel citoyen français, de certains loisirs, et la piscine étant évidemment l'un de ces éléments auxquels, surtout si elles sont citoyennes françaises, elles ont parfaitement le droit d'accéder, sans contrainte. Le port du burkini, qu'est-ce que ça dérange ? Qui ça dérange? Sauf que, si certains dans les médias, que ce soit la télévision, les radios, Internet, ont essayé de garder l'opinion sur justement cette analyse de surface, la liberté de porter ce qu'on veut, à la piscine, même si finalement la piscine c'est quand même un endroit collectif, et comme tout endroit collectif, on est obligé quand même de mettre un certain nombre de règles, parce que si on ne met pas des règles, forcément on risque d'avoir tout et n'importe quoi. Force est de constater qu'en effet, comme je viens de vous le dire, est-ce qu'il est autorisé de croire que on peut éventuellement faire preuve de tolérance, faire preuve de souplesse vis-à-vis des individus qui ont une croyance légitime de par le fait que la République reconnaît le droit fondamental de pratiquer une religion, mais que cette religion parfois vous impose certaines contraintes de foi, et que ces contraintes parfois ne sont pas compatibles avec certaines activités au sein d'institutions publiques de la République. Ce qui fait que, par exemple, si vous avez le droit de rentrer dans une église avec votre chapeau, le problème c'est que si vous voulez avoir un minimum de respect envers les catholiques, eh bien, quand vous entrez dans une église, vous devez obligatoirement retirer votre chapeau. Alors attention, il n'y a pas de loi qui interdit le chapeau dans les églises, mais c'est juste une question de coutume, de tradition, et de respect, même si vous n'êtes pas catholique, même si vous êtes un athée. En tant qu'athée, et en tant que républicain,
vous devez quand même avoir le respect de l'autre. Même si vous ne partagez pas ses convictions, même si vous ne partagez pas sa foi, le meilleur des mondes, c'est au moins d'avoir un minimum de tolérance, un minimum de pondération, de consensus avec l'autre. À partir du moment où, si votre action, vous pouvez la faire, hein, mais ça sera considéré un peu comme une provocation. Donc, si l'on veut vivre dans une société apaisée, la moindre chose, c'est de faire preuve de respect, de courtoisie, de compréhension. Et à la limite, j'ai envie de dire, si vous légitimez le droit de porter un chapeau dans une église, vous pouvez le faire. Mais ça sera à vos risques et périls. Et si vous considérez que c'est une atteinte à votre liberté, dans ce cas-là, je vous invite à ne jamais rentrer dans une église. Comme ça, le problème sera résolu. Tout ça pour dire que si le burkini aujourd'hui, en tant que matière, en tant qu'élément vestimentaire dans une piscine, ne pose radicalement pas de problème technique. En revanche, là où ça pose problème, c'est que si on impose des normes, si on impose des règles dans des pratiques, dans des lieux, surtout dans la République, surtout dans son principe de laïcité. Je rappelle, principe de laïcité qui ne veut pas dire qu'il faut interdire tout ce qui est religieux. Encore une fois de plus. L'histoire de la France, l'histoire des différentes républiques nous ont appris que même si on veut préserver la laïcité et la séparation des pouvoirs entre l'Église et l'État, il faut aussi faire prendre en conscience et en considération le fait que la population française possède des gens qui ont la foi, qui ont une pratique religieuse. Et dans ce cas-là, la République a toujours su faire preuve de consensus et s'adapter, sans jamais céder, sans jamais se vendre. Là, certains d'entre vous vont me dire, oui, mais regardez, à la fin de l'année, vous avez bien des communautés, des associations juives qui réussissent à privatiser des lieux publics pour fêter la Nouchka. Là, j'ai envie de dire, vous avez raison. Mais là, où est la responsabilité ? La responsabilité, elle est au maire, au responsable de la municipalité, au responsable de la collectivité, qui certainement, et là-dessus on va être d'accord, autorise ce qu'ils ne devraient pas autoriser logiquement, mais ils le font par intérêt idéologique, par clientélisme électoral. Il est évident que si demain un maire qui a au sein de sa commune, sa collectivité, une communauté ethnique ou religieuse qui est relativement influente dans certains secteurs économiques, politiques, quel maire va se tirer une balle dans le pied en s'opposant à certaines requêtes, certaines demandes, certaines incitations à la souplesse et à la tolérance? C'est la même chose pour ces maires. Dans certaines communes où ils ont dans leur territoire ce qu'on appelle des banlieues, ce qu'on appelle des quartiers à grande majorité de population issue de l'immigration, et peut-être en effet, qui plus est, grande majorité de confession musulmane, force est de constater que certains maires, eux aussi parfois, font un écart et autorisent la location de certains lieux, comme tout à chacun, nous avons le droit, de par le fait que nous sommes citoyens français, de par le fait que nous payons des impôts, de par le fait que, en tant que membre d'une collectivité, cette collectivité nous autorise à avoir le bénéfice de certains lieux, les salles des fêtes, par exemple. Certains maires ont plus ou moins fermé les yeux sur le fait que certaines locations d'espaces publics ont été en fait organisées pour célébrer, fêter certaines influences religieuses. Mais là encore, quel maire qui possède une forte communauté musulmane au sein de sa commune
va aller en opposition sous le prétexte qu'il veut faire respecter la liberté de chacun et la laïcité même de la République en n'autorisant pas l'usage de biens publics à des fins de célébration, qui plus est avec promotion ou prosélytisme religieux. Oui, certains me diront, oui, mais les catholiques ont le bénéfice de certains aspects de notre République. Preuve en est, c'est que ça génère certaines jalousies, certaines animosités. Nous avons récemment Jean-Luc Mélenchon qui s'est laissé un petit peu aller sur le fait que s'il était Premier ministre, ou même s'il avait été élu, il s'occuperait de l'exceptionnalité des régions Alsace-Lorraine, tout du moins de l'Alsace, je crois qu'il y a la Lorraine aussi, de cette particularité qu'ils ont d'avoir un concordat les extrayant, on va dire, de certains principes et de certaines valeurs de la République qui s'appliquent à l'ensemble des territoires de la France républicaine. Plus particulièrement, à titre d'exemple, dans les mairies d'Alsace et de Lorraine, ils ont le droit de mettre des crèches, s'ils le veulent, parce qu'ils ont cette particularité d'un concordat, que M. Mélenchon veut abroger. Mais là encore, j'ai envie de dire, si nous défendons les valeurs de la République, si nous défendons les valeurs de la laïcité, si nous défendons la valeur du fait que chaque citoyen a la liberté et le droit de pratiquer une religion sans en faire un prosélytisme sur l'espace public, eh bien dans ce cas-là, je suis désolé, il y a un moment donné où il faut trancher. Et c'est ce que certains candidats à la présidentielle ont plus ou moins proposé. C'est le fait de dire que si pendant un temps la République a été compréhensive, a été tolérante, a été souple, le problème c'est que petit à petit, de ces souplesses, certains en ont fait des armes idéologiques. Et plus particulièrement, si on considère que la communauté juive s'est plutôt bien servie de son statut post-Seconde Guerre mondiale pour réussir à faire casser certains barrages, le problème, c'est que la communauté juive en France est extrêmement minoritaire. Elle ne représente à peine, je crois, 1 million de personnes reconnues. Ce qui n'est pas le cas de la communauté musulmane. Là encore, attention, ayons raison garder sur la proportion. La proportion de ces musulmans qui sont considérés comme étant plus ou moins modérés, laïques, libertaires, qui ont un respect pour la tradition, pour certaines mœurs, mais sans en faire ombrage, ou sans en condamner, ou sans en imposer les valeurs aux autres. Ce qui n'est pas le cas d'autres musulmans. Ces musulmans qui, aujourd'hui, savent pertinemment que derrière eux, il y a des organismes, il y a des associations, il y a des idéologies, qui conforte l'idée non pas d'un islam en tant que religion, mais d'un islam politique. Et force est de constater que cette affaire des burkinis de Grenoble relance encore une fois de plus le débat, comme nous l'avons déjà eu avec le voile, depuis maintenant une quarantaine d'années, sur le fait que il y a des gens qui ont tout intérêt à protéger la communauté musulmane parce que les musulmans sont un électorat. Et de l'autre, ceux qui essayent de réguler pour empêcher la progression de cet islam politique. Islam politique qui, en us et coutumes, en tradition, en mœurs, au sein de certains quartiers, au sein même du foyer familial, va à l'encontre de certains principes et de certaines règles fondamentales de la République, et plus particulièrement vis-à-vis de la femme. Beaucoup de femmes issues de la communauté musulmane ou aspirent à bénéficier de ces mêmes droits que leurs compatriotes féminines, qu'on va dire de souche ou issues d'autres courants de l'immigration passée, et qui au fil des générations se sont occidentalisées, au fil des générations se sont libérées de certains principes ou de certaines valeurs ou de certaines traditions que l'on pourrait considérer comme étant
arriéré, féodal ou d'un autre temps, force est de constater qu'au sein de la communauté musulmane, même si certaines personnes donnent l'allure d'être modérées, d'être modernes, force est de constater que dans le foyer familial, dans le privé, la nature refait surface. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a pas mal de conflits au sein de certaines familles entre les jeunes générations et les anciennes générations. Les jeunes générations, occidentalisées, modernisées, ne sont jamais très loin des conflits ou des reproches ou des jugements de certains anciens parce qu'elles ou ils ne respectent pas les valeurs et les préceptes de ce que l'islam, de ce que la religion, de ce que la tradition a toujours imposé ou s'est toujours perpétué au sein de ces familles. Alors attention, je ne dis pas que toutes les familles musulmanes sont dans ce principe. Il y a des familles musulmanes qui, depuis les années 50, 60, au fil de l'évolution des mœurs, se sont en effet occidentalisées. Elles n'en oublient pas et n'en renient pas leurs racines, mais elles ont des comportements aujourd'hui qui les confortent d'être considérées, et à valeur et à juste titre, tout aussi bien des citoyens français au même titre que n'importe quel autre. Parce que même si et quand ils vont dans le pays de leurs origines, même si c'est pour eux un retour aux racines, très rapidement et très souvent, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas de ce pays, que leurs ancêtres y étaient, mais qu'aujourd'hui leur façon de voir, leur façon de penser ne correspond plus du tout aux mœurs, aux traditions, voire même à la société, à l'activité sociale des pays de leurs origines. Inversement, d'autres, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont, je dirais, sans repère, par manque de problèmes identitaires, du fait que depuis leur naissance, ils ont vécu dans des milieux justement qui préservaient certaines mœurs, certaines valeurs, certaines traditions, et que lorsqu'ils ont grandi, quand ils ont commencé à être enfants, quand ils ont commencé à aller à l'école, etc., tout d'un coup, il y a eu un choc culturel. Un choc culturel que souvent, d'ailleurs, ils ont une influence sur leur développement psychologique, ce qui les amène très souvent, quand ils grandissent, quand ils deviennent adolescents, que par hasard, quand ils sont interviewés, etc., eh bien, ils le disent, ils ne se sentent pas français. Ils ne se sentent pas français parce que le système éducatif n'a pas su détecter à un moment donné qu'il y avait une fracture entre la façon de voir et la vie et le système de la société française et l'environnement familial. Un environnement familial plutôt conservateur, radical, qui n'a pas su, à un moment donné, comprendre que pour vivre en France, il faut adopter aussi les cultures, il faut adopter les mœurs et les traditions de ce pays, dans le mieux possible, encore une fois, sans renier ses origines. Mais le problème du Burkini, aujourd'hui, on va être très clair, vu comment il a été amené, vu comment il sert des intérêts politiques, clientélistes, de ce fameux maire de Grenoble, eh bien aujourd'hui, le Burkini est à l'image de ce au quoi nous allons être confrontés à l'avenir. C'est-à-dire la progression d'une revendication, d'une reconnaissance, par le biais justement de nos politiciens, de nos élus, qui par manque aujourd'hui de confiance, par manque de crédibilité auprès du plus grand nombre, on l'a vu pendant l'élection présidentielle, vont aller chercher l'électorat des minorités. Et quelle minorité existe aujourd'hui en France si ce n'est la plus forte minorité qui existe, qui est la communauté musulmane. Musulmane étrangère ou musulmane française. Évidemment, le sujet est très complexe, mais le fait est c'est que lorsque ce genre d'événement arrive, on peut être assuré que derrière, il y a des intérêts idéologiques. Alors attention, pas forcément idéologiques, pour la promotion d'un islam français, pour la promotion d'un islam politique. Mais il y a aussi derrière des intérêts de certaines associations, de certains groupes, de certains philanthropes, à pousser toujours plus loin le bouchon, à pousser toujours plus loin au conflit civilisationnel. Et pourquoi ?
simplement parce que ça rejoint ce que j'ai pu vous mettre sur les précédentes vidéos, c'est-à-dire aller chercher le chaos, aller chercher le conflit interne au pays. Pour ensuite, une fois installé le chaos, une fois que les gens commencent à s'entretuer, à se massacrer les uns les autres, eh bien c'est la responsabilité de l'État à un moment donné, de cadrer les choses et d'imposer des lois liberticides et qui plus est, supprimer ou suspendre temporairement des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. Pour finir, souvenez-vous de BLM. Vous savez Black Lives Matter. Cette fameuse association, ce fameux groupe qui a énormément de ramifications. Si vous aviez vu ma vidéo il y a maintenant 2 ans, où je vous avais fait un petit peu un état des lieux de cette organisation, ceux qui les financent, l'ensemble des philanthropes qui poussaient, aidaient, finançaient ces organisations, on se rendait compte rapidement que BLM, c'était pas juste une petite association, c'était pas juste un hashtag, c'était une véritable entreprise. Entreprise caritative, de défense des droits civiques, pas seulement pour les Afro-Américains, mais aussi pour les minorités. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que les fondatrices, les piliers même de BLM, eh bien, n'ont pas échappé à cette culture américaine de la tentation lucrative, de la tentation cupide. Aujourd'hui, BLM, sur les 5 fondatrices, il n'y en existe plus aucune. Elles ont toutes démissionné, elles sont toutes parties. Certains sont partis après avoir investi, soi-disant, dans des maisons, dans un manoir. Évidemment, on ne parlera pas de spoliation, on ne parlera pas de détournement, parce que c'est BLM. BLM est rentré dans les cultures, ou plus particulièrement dans la culture américaine, et voire même s'est exporté à l'international, puisque quand il y a eu tout l'événementiel autour de George Floyd, même en Europe, même à Paris, on a vu des manifestations BLM. Sauf qu'aujourd'hui, BLM, aux États-Unis, on n'en entend plus parler. On n'en entend plus parler. Pourquoi? Parce que tous les philanthropes qui avaient financé, milité, soutenu cet organisme dans un but bien précis, aujourd'hui n'ont plus d'intérêt. Parce que le mouvement aujourd'hui est extrêmement entaché. Entaché par des réputations, des décisions, des orientations, des extrémismes. Ces mêmes extrémistes d'ailleurs, qui avaient été dénoncés à l'époque par un certain nombre d'Afro-Américains eux-mêmes. Des Afro-Américains qui n'étaient pas dupes du fait de la récupération d'un problème de société américaine par des philanthropes blancs qui finançaient des Afro-Américains pour aller foutre le bordel dans des milieux urbains, alors à juste titre pour défendre, revendiquer des droits civiques, des protections, lutter contre les violences policières, etc., ce qui était tout à fait louable et légitime. Sauf que comme beaucoup de choses, il y a la perception et la façon. Or malheureusement aujourd'hui, BLM acquiert de plus en plus une mauvaise réputation. Mauvaise réputation parce que justement, un grand nombre d'Afro-Américains ont dénoncé aussi les propos des fondateurs. Beaucoup d'Afro-Américains ont dénoncé le côté marxiste de l'idéologie qui a motivé ces fondateurs. Triste. Et donc, aujourd'hui, BLM existe toujours parce qu'il soutient une certaine forme historique de revendication et de contestation vis-à-vis de certains États, certaines villes. Sauf que le problème, c'est que là où les BLM ont véritablement brillé, se sont enflammés avec le soutien derrière d'autres organisations telles que les organisations d'extrême gauche, les organisations antifa, les organisations zadistes, les organisations écologistes, extrémistes. On a appris récemment que certaines grandes villes, aujourd'hui, ont des problèmes d'insécurité.
C'est-à-dire que le taux de criminalité a augmenté. Et comme par hasard, le taux de criminalité qui a augmenté sont essentiellement sur ces villes qui ont suivi complaisamment les choix, les idéologies des BLM. En l'occurrence, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Portland, Chicago, New York sont aujourd'hui confrontés pas au problème que là où derrière ils avaient réduit les budgets de la police parce que la police était méchante, la police était dictatoriale, autoritaire, totalitaire. Force est de constater que là où on a retiré la police, les taux de criminalité sont partis en flèche. Et je rappelle que statistiquement, le nombre de crimes ou de délits qui sont commis par des Américains sont majoritairement commis par des Afro-Américains. Que la proportion de Blancs aujourd'hui est relativement à l'image, en pourcentage et en proportion faible par rapport au nombre de Blancs aux États-Unis. Je rappelle, les Blancs aux États-Unis, c'est 76% de la population. Sauf qu'évidemment, si on vous dit qu'il y a 50% des crimes commis par des Blancs et seulement 38% par des Blacks, oui, sauf que le problème c'est que c'est 50% de... alors je ne me souviens plus, 70%, ça fait 250, je crois, 250 millions de Blancs pour, je crois, 38 millions d'Afro-Américains. Vous voyez, c'est proportionnel. Si vous ramenez les 50% de Blancs sur une portion de 38 millions, vous allez vous rendre compte que, évidemment, il y a beaucoup moins de crimes commis par des Blancs que par des Noirs. C'est ça, toute la subtilité. C'est mettre en avant des chiffres en oubliant de les mettre en perspective, de les remettre dans un contexte. Et donc, du coup, évidemment, le problème, c'est que ça ne colle plus. Ça ne colle plus dans l'idée, dans le discours que les Noirs sont les victimes des Blancs. Que ça ne colle plus dans le discours qu'il y a une forme de suprémacisme blanc contre la diversité, plus particulièrement contre les Noirs américains. Sauf que le problème, c'est que ce discours aujourd'hui, même s'il reste relativement vrai localement, dans certaines circonstances, dans certaines affaires, force est de constater que ce n'est pas le cas partout. Et que quelque chose de miraculeux, quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange se produit aujourd'hui aux États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus d'Américains qui viennent de villes de New York, de Los Angeles, San Francisco, de Chicago, de Minneapolis, de, je sais pas, Pennsylvanie, de Philadelphie, etc., qui migrent dans des États conservateurs, dans des États sudistes. Pourquoi ? Peut-être parce que les États sudistes restent relativement fermes sur certains principes, sur certaines valeurs. C'est des États sudistes qui restent relativement fermes sur la façon de faire de la police, sur la façon de faire respecter la loi, et sur la façon de punir. Donc, petit aparté que je ferme ici concernant les BLM, force est de constater qu'en France, même si, je dirais, le contexte est complètement différent, ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes individus, même si les comportements, parfois, il y a des similitudes, mais il y a aussi l'origine culturelle qui joue en ligne de compte. Parce que si aux États-Unis, quelles que soient les origines, la grande majorité d'entre eux sont issus de cultures identiques, c'est-à-dire de cultures européennes, judéo-chrétiennes. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, vous commencez à avoir un mélange de culture occidentale, de culture d'Europe centrale, de culture africaine, de culture du Moyen-Orient, qui parfois, sur certaines thématiques, sur certains sujets, sont complètement et radicalement différents. Ce qui veut dire que si aux États-Unis, nous avons en effet des problèmes ethniques, des problèmes de tradition, des problèmes de comportement, nous ne sommes pas sur ce qui pourrait éventuellement aboutir à
un conflit civilisationnel. Alors qu'en Europe, vous êtes en train de voir un cocktail en train de se former pour à terme, à un moment donné, voir un conflit civilisationnel. Donc l'affaire du Burkini, malgré toute la médiatisation, toute la promotion, tous les débats que l'on peut en faire, reste un des éléments, une des pièces d'un puzzle qui veut bien affirmer le fait que l'on veut imposer à la République des règles ou des normes qui sont contradictoires à ses valeurs et à ses principes. Mais qu'évidemment, certains vont justifier en disant « la France, pays de la tolérance, pays des Lumières, pays universaliste ». Sauf que le problème, c'est que ces gens, et c'est d'ailleurs dommage que leurs contradicteurs ne reviennent jamais sur ce principe, l'histoire de l'humanité nous apprend à de multiples reprises que lorsque des civilisations se rencontrent, essayent de cohabiter, en règle générale, avec le temps, il y en a une qui finit par s'assimiler à l'autre. Mais que si l'une veut imposer ses principes et ses valeurs à celle où elle se trouve accueillie, eh bien, en général, au bout d'un moment, ça finit très mal. Très, très mal. Je dirais même que dans le conflit, à un moment donné, qui naît entre deux civilisations, entre deux peuples, entre deux cultures, entre deux tribus, eh bien, en règle générale, ça finit parfois par le génocide ou la disparition de l'une d'entre elles. Sauf que ça, apparemment, beaucoup de gens cultivés, ou soi-disant, oublient de rétorquer, oublient de répondre à ceux qui vous vantent le multiracialisme, le multiconfessionnel. Non, mesdames, messieurs. Il peut fonctionner à partir du moment où, sur certains principes, sur certaines origines, l'assimilation de l'un et de l'autre, ou le l'un dans l'autre, peut fonctionner. Comme ça a été le cas dans un certain nombre de civilisations de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Mais avec d'autres contrées, avec d'autres cultures, qui plus est, des cultures qui sont régies fondamentalement par une religion, par des textes, par des idées, même si ces idées, certains, à un moment donné, les font évoluer. Mais je rappelle, l'islam, contrairement au judaïsme ou à la chrétienté, n'a pas connu de réforme, n'a pas connu d'évolution, puisque le Coran est un texte, est une parole de Dieu qu'on ne peut pas remettre en question, voire même qu'on ne peut pas faire évoluer. Même si, après, chaque musulman, logiquement, comme c'est le cas dans toutes les autres religions, malgré l'histoire de ces religions qui ont cherché à faire du peuple des moutons, a servi à la religion, a servi à la doctrine, avec l'évolution de la société, avec la modernisation, avec le progrès, avec l'accès à la culture, à la connaissance. Des gens peuvent être croyants, mais restent autonomes, restent indépendants, et ne sont plus asservis ou assujettis à certains dogmes de la religion, des dogmes qui existaient à une certaine époque, qui existaient de par un contexte, qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de l'islam. L'islam aujourd'hui motive un certain nombre de gens de vous faire revenir à une époque féodale. Et le fait est, c'est que de voir aujourd'hui que la communauté internationale est en train de faire les gros yeux à l'Afghanistan, de faire les gros yeux aux talibans, des talibans qui de toute façon en ont strictement rien à foutre de la communauté internationale, et que s'ils décident de remettre une radicalité, une application scrupuleuse de la charia en Afghanistan, ben ils vont le faire. Et ils le font, puisque le Chadri est revenu. Même les journalistes qui ont essayé de s'opposer un petit peu à cette décision se sont vus menacés de devoir remettre le voile pour présenter le journal télévisé. Avant que finalement ils finissent par dégager, parce que des femmes qui présentent un journal télévisé, ce n'est pas dans la religion. Donc, on n'a pas fini de toute façon. On n'a pas fini avec ces individus qui confondent le fait qu'on veut
une société multiculturelle, multiconfessionnelle, mais que ça ne peut pas fonctionner avec des gens qui interprètent, qui veulent faire appliquer leur religion selon des préceptes qui sont à l'encontre, qui sont en opposition totale avec les valeurs fondamentales de notre pays progressiste, de notre pays libre, indépendant, souverain, qui s'appelle la République française. Seulement, voilà, le problème c'est que tant qu'il y aura toujours des arrivistes, des intérêts, des opportunités, à caresser dans le sens du poil les communautés, et qui plus est des communautés parfois associées à des gens réputés, connus, comme n'étant pas du tout des gens respectant les libertés individuelles, respectant même le progrès, eh bien, on n'a pas fini d'en reparler. Sur ce, d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.